Maman, arrête ton cinéma. On sait ce que tu as fait. Tu as volé le bracelet de famille. Ces mots ont claqué dans l'air comme un fouet. Ils ont résonné entre les murs clairs de l'appartement niçois, décoré pour Noël, avec ses guirlandes dorées, ses bougies vanillées, ses petits anges suspendus aux fenêtres. Tout était parfait sauf l'essentiel, eux. J'étais encore debout dans l'embrasure du salon, le manteau à peine retiré, la mer de Nice derrière moi, bleue et calme, tellement en contraste avec le tremblement qui venait de naître dans ma poitrine. Delphine encore elle, mais version niçoise. Robe satinée, chignon impeccable, sourire glacé me fixait avec une satisfaction mauvaise. Elle avait attendu ce moment. Je l'ai compris immédiatement. Adrien, mon fils, se tenait à côté d'elle, les bras croisés. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Depuis plusieurs mois, il ne savait plus comment. Le bracelet, un bijou ancien, celui de la mère d'Henri, un héritage qu'on m'avait confié après la mort de mon mari. Un objet que je gardais dans une petite boîte tapissée de feutre bleu, dans le tiroir du buffet. Je n'y avais même pas touché depuis des années. Moi? Je volais? Vous réalisez ce que vous dites? Ai-je articulé, la gorge serrée. Delphine a avancé de 2 pas. Ses talons claquaient sur le parquet comme un verdict. Le bracelet a disparu juste après ta visite de mardi. Il n'y a personne d'autre. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Il me regardait comme si j'étais une étrangère, comme si les années où je les avais nourris, consolés, élevés, n'avaient jamais existé. Les lumières du sapin clignotaient doucement derrière eux. Des petites ampoules rouges et or, comme autant de témoins de ma honte. Ma honte? Non. Ce n'était pas moi qui devais avoir honte. Mais à ce moment précis, je n'en étais pas encore certaine. Le choc me tordait l'estomac. J'avais les mains froides, le cœur lourd, la respiration courte. Je n'ai pas bougé. Je les ai simplement regardés. Eux, aussi sûrs de leur version que des enfants jaloux. Eux, se redressant comme des juges. Eux, osant me traiter ainsi. Moi, leur mère, moi, la femme qui avait mis au monde leur confort, leurs cadeaux, leur vie douce. Je n'avais jamais imaginé qu'on puisse me prêter une telle bassesse. Voler. Voler. Ce mot était plus sale que n'importe quelle autre accusation. Delphine a ajouté, d'un ton presque mielleux. Si tu rends le bracelet, on n'en parlera plus. Ce sera notre petit secret. Cette phrase-là, ce petit secret, a déclenché quelque chose en moi. Un déclic. Une cassure nette. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me suis simplement redressée. Et dans mes entrailles, une voix calme, une voix ancienne, peut être celle d'Henri, peut être la mienne à murmurer. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent une coupable. Et ils t'ont choisi. Mais tu ne joueras pas ce rôle. Ma bouche est restée immobile, mais mon esprit, lui, venait de s'enflammer. Je les ai regardés l'un après l'autre. Adrien avait cet air perdu des hommes faibles, ceux qui se laissent guider pour éviter le conflit. Delphine, elle, affichait l'assurance insolente de ceux qui pensent avoir gagné avant même d'avoir combattu. Elle ne se doutait pas une seule seconde de ce qui allait suivre. Je suis restée dans ce salon encore quelques secondes. J'ai senti la mer derrière moi, la ville vibrante de Nice, la nuit tombante. J'ai senti la solitude m'envelopper, mais également une énergie nouvelle, froide, tranchante, lucide. Puis j'ai parlé, d'une voix si douce qu'elle a fait vaciller le sourire de Delphine. Très bien. Si vous croyez cela, alors laissez-moi vous montrer ce que vous ne voyez pas. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont jamais compris à quel point une femme de mon âge peut être dangereuse. Pas parce qu'elle hurle, pas parce qu'elle frappe, mais parce qu'elle sait se taire, observer, attendre et frapper quand plus personne ne croit qu'elle en est capable. Je me suis retournée, j'ai remis mon manteau, j'ai saisi mon sac. Delphine a demandé « Où vas-tu » Je me suis arrêtée. Je n'ai pas souri. Chercher la vérité. Et quand je reviendrai, ce n'est pas moi qui aurai honte. Je suis partie sans claquer la porte. Je suis partie dans un silence qui faisait plus de bruit que n'importe quel cri. En descendant les escaliers, une pensée m'a frappée. Ils venaient de commettre l'erreur la plus grave de leur vie. Ils avaient brisé quelque chose en m'accusant de voleuse. Et ils allaient découvrir très bientôt qu'on ne vole pas le cœur d'une mère, sans en payer le prix. Avant que Nice ne devienne la scène de ma mise en accusation, avant que le mot voleuse ne traverse l'air comme une balle perdue, il y avait eu une vie bien différente. Une vie douce, dense, pleine d'espoir, parfois difficile, mais construite sur un tissu de certitude simple. L'amour d'Henri, la tendresse d'Adrien, le sentiment d'appartenir à un foyer.
Ces dernières années, ce tissu s'était effiloché, sans que je ne réalise à quel point. Mais autrefois, tout était encore solide. Nice, au commencement, un rêve de jeunesse, devenu foyer, je suis arrivée à Nice à 22 ans. Je me souviens encore de l'odeur du large lorsque j'ai posé le pied sur la promenade des Anglais pour la première fois. La mer roulait dans un bleu presque trop vif, comme si le ciel avait décidé d'y poser tous ses espoirs. J'étais jeune, pleine de naïveté et convaincue que la vie allait être généreuse. Elle l'a été, parfois, cruelle aussi, souvent. Mais ce jour-là, sous le soleil niçois, tout semblait possible. C'est à Nice que j'ai rencontré Henri. C'est à Nice que nous avons construit ce que je croyais être une famille qui durerait sans fissure. Henri n'était pas un homme bruyant. Il parlait doucement, riait rarement mais sincèrement, et avait ce regard stable qui vous faisait sentir en sécurité, sans qu'il ne prononce un mot. Nous avions acheté un petit appartement près du port, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Les volets grinçaient, les murs prenaient l'humidité, mais nous étions heureux. Nous le repeignions à chaque printemps, comme un rituel amoureux. J'entends encore le son de sa voix lorsqu'il disait « Tant qu'on est là, Madeleine, il ne peut rien nous arriver ». Il avait tort, bien sûr, mais à l'époque, je voulais y croire. La naissance d'Adrien, un bonheur fragile et absolu. Adrien est né par un matin de juin, lorsque la Méditerranée brillait comme une écaille d'argent. Je me souviens de ses petits doigts serrant les miens, de la manière dont Henri la regardait, comme si le monde venait de se remettre en mouvement. Nous étions trois contre tout. Je me suis consacrée à cet enfant avec un dévouement que seule une mère comprend. Les nuits blanches, les bobos, les cris, les premières fièvres, les premiers pas, tout cela me donnait l'impression d'exister pleinement. Je travaillais comme réceptionniste dans un hôtel du centre, et Henri, lui, réparait des bateaux au port. Nous n'étions pas riches, mais nous étions solides. Les dimanches, nous descendions sur la plage, une simple nappe posée sur les galets. Adrien jouait à lancer des cailloux dans l'eau et Henri lui apprenait à reconnaître les bateaux. Les années ont filé comme des vagues qui se succèdent sans faire de bruit. Et chaque vague a emporté un fragment d'innocence. La perte d'Henri, la première fracture. Henri est parti trop tôt. Une crise cardiaque. Un matin de janvier qui avait le goût d'un morceau de métal froid. Je n'ai jamais oublié la sensation de vide qui a envahi la maison après sa mort. Plus rien ne bougeait. Plus rien ne respirait. J'avais 49 ans. Adrien en avait 10 à 7. Je me suis battue pour lui. Je suis devenue mère père. Je travaillais double, triple parfois, pour payer ses études, ses activités, ses envies de jeune homme. Et lui, il était reconnaissant, tendre, doux. Il m'embrassait encore sur le front. Il me disait « Maman, tu es la plus forte ». Je repense souvent à cette époque, parce que je cherche encore à comprendre ce qui s'est fissuré dans son cœur. Ce qui l'a éloigné de moi au point qu'un jour, dans un salon décoré pour Noël, il ait pu me regarder avec méfiance, quasi suspicion. Peut-être n'ai-je jamais vraiment accepté qu'un enfant puisse changer. Ou peut-être n'ai-je jamais voulu voir que certaines personnes peuvent être détournées, subtilement, par des mains expertes. Et Delphine en était une. L'arrivée de Delphine, des sourires trop polis. La première fois qu'Adrien m'a présenté Delphine, je l'ai trouvée belle, brillante même. Une femme sûre d'elle, élégante, ambitieuse. Trop ambitieuse peut-être. Elle m'avait embrassée sur les 2 joues avec une chaleur étudiée. Elle me regardait comme on regarde un objet dont on évalue la valeur émotionnelle et matérielle. J'avais senti une gêne, une micro-vibration dans mon ventre. Mais je l'avais étouffée. Pour Adrien. Toujours pour Adrien. Au début, elle était charmante. Puis les remarques sont arrivées, infimes comme des piqûres d'abeilles. « Oh, Madeleine, tu continues à garder tout ça? Ça fait un peu ancien, non? Tu devrais demander plus souvent de l'aide? À ton âge, c'est normal. Adrien, ta mère a l'air fatiguée, elle oublie des choses, non? » Chaque remarque était un fil qu'elle tirait, délicatement, patiemment. Un fil qui, à la longue, a créé un vide entre mon fils et moi. J'ai remarqué que ma parole comptait moins, que mes souvenirs étaient corrigés, que mes objets étaient déplacés, que mes habitudes étaient jugées. Et moi, bêtement, je me disais, ne fais pas d'histoire, Madeleine. Tu veux juste les garder près de toi. J'avais tort. On ne garde pas près de soi ceux qui construisent, pierre après pierre, un mur entre vous. Les premiers signes de distance. Nice devient un miroir. Quand Adrien et Delphine ont déménagé à Nice, j'ai cru que ce serait l'occasion de nous rapprocher.
revoir la ville de ma jeunesse, partager de nouveaux souvenirs. Mais ce ne fut pas le cas. À chaque visite, j'avais l'impression d'être une invitée tolérée, une présence dont on surveille les faits et gestes, une personne qu'on écoute à moitié. La fracture s'était installée, sans bruit, sans violence, juste une succession de micro-silences, de soupirs, de « on verra », de « pas maintenant », de « tu exagères ». Et maintenant, à Noël, au milieu de leur salon trop parfait, ces deux-là m'accusaient de vol. Moi, celle qui leur avait donné tout ce qu'elle avait, celle qui avait porté ce bracelet dans ses souvenirs, mais jamais autour de son poignet. En quittant leur appartement ce soir-là, je n'ai pas seulement quitté les lieux, j'ai quitté un rêve, j'ai quitté une illusion, car leur accusation n'était pas née du hasard. Elle était l'aboutissement d'une descente lente, douce, empoisonnée. Et désormais, je n'avais plus qu'une seule certitude. Je devais les confronter à leurs propres ombres. On ne tombe jamais dans la méchanceté du jour au lendemain. Le rejet, lui aussi, commence comme une bruine légère. Une micro-humiliation par-ci, une remarque anodine par-là. On se dit que ce n'est rien, qu'on a mal interprété, qu'on est fatigué. Et puis un jour, on réalise que la bruine est devenue pluie, puis torrent. Avec Adrien et Delphine, tout avait commencé par des gestes infimes, tellement petits qu'ils auraient pu passer pour des maladresses. Sauf que lorsqu'ils s'accumulent, ils deviennent quelque chose d'autre. Une méthode. Les regards détournés, les conversations dont je n'étais plus le centre. La première fois que j'ai senti que quelque chose clochait, c'était un soir d'automne, juste après leur installation à Nice. Je leur avais rendu visite pour « aider à ranger », comme ils disaient. Mais très vite, j'ai remarqué qu'on ne me demandait rien. Ou plutôt, on me donnait des tâches inutiles. Polir des verres déjà propres, trier des livres qu'ils remettaient ensuite ailleurs, redresser des coussins qui n'avaient jamais été déplacés. Et lorsqu'ils parlaient, leurs phrases sonnaient comme des portes entr'ouvertes auxquelles je n'avais pas accès. On en reparlera plus tard. Non, pas maintenant. On t'expliquera, Madeleine, c'est juste compliqué. J'étais là, mais je n'étais déjà plus vraiment là. Je faisais partie du décor. Un tableau accroché un peu de travers, qu'on n'ose pas jeter, mais qu'on n'apprécie plus. Les remarques sur mon âge, superficielles mais coupantes, puis sont venues les petites phrases, celles qui font mal, sans paraître méchantes. Un jour, Delphine m'a regardée avec une douceur fausse et m'a dit « Tu sais, tu ne devrais plus monter les escaliers. Tu pourrais tomber. Une autre fois, tu deviens un peu confuse, non ? Avec l'âge, c'est normal. Ou encore, on s'occupera des papiers, ne t'inquiète pas. C'est trop complexe pour toi maintenant. » Je souriais, je faisais semblant de ne rien entendre. Je pensais, pour Adrien, laisse couler. Mais à l'intérieur, je me sentais rapetissée, comme si chaque mot retirait un morceau de mon existence. Le déplacement des objets, la maison qui ne m'appartenait plus tout à fait. Une fois, en revenant chez moi après un séjour de 3 jours chez eux, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Le cadre photo de mon mariage avait été déplacé. Le petit coffret où je rangeais le bracelet d'Henri. Oui, celui-là même avait été ouvert. Ce n'était pas une effraction, rien d'évident. Juste une impression que des mains étrangères avaient fouillé mes souvenirs. J'en ai parlé à Adrien. Il a levé les yeux au ciel. « Oh maman, tu exagères. Qui aurait fouillé chez toi ?» Delphine, elle, avait ajouté d'un ton léger. « Peu. Être que c'est toi qui l'as ouvert et que tu ne t'en souviens pas ? Ça arrive ?» Je n'ai rien répondu, mais cette phrase m'a suivi pendant des semaines, car c'était le début d'une stratégie. Faire douter la mère de sa propre mémoire. Les invitations, où je n'étais plus invitée. Autrefois, les repas de famille étaient des rituels. J'apportais mes plats, on riait, on parlait trop fort, on se coupait la parole, c'était imparfait et vivant. Mais depuis qu'il vivait à Nice, les invitations étaient devenues étranges. Parfois, Adrien m'appelait presque à la dernière minute. « Si tu veux passer, on sera là. » Parfois, Delphine m'envoyait un message vague. « On organise peu, être un dîner dimanche, mais rien de sûr. On te tient au courant. » Et souvent, je découvrais le lendemain, via une photo sur les réseaux, que le dîner avait bien eu lieu. Sans moi, sans même un mensonge pour m'épargner. Dans ces moments-là, je n'étais pas seulement exclue, j'étais effacée. Effacée comme une vieille annotation dans un cahier neuf, la scène du marché de Noël, le moment où j'ai compris leur regard. Un jour de décembre, juste avant Noël, nous étions allés tous les 3 au marché de Nice. Il faisait un froid inhabituel, un vent humide qui remontait du port et gelait les doigts.
Devant un étal de santons provençaux, j'ai voulu acheter une petite figurine pour mon salon. Une vieille femme en tablier, portant une lanterne. Delphine a éclaté de rire. « Oh, c'est toi tout craché. » Dans Pas Arthur. Elle le disait comme une plaisanterie. Adrien a ri aussi. Du rire rapide de ceux qui veulent éviter le conflit. J'ai senti un rouge brûlant me monter aux joues. Pas de colère, de honte. Pas parce qu'on m'avait comparé à cette figurine, mais parce que pour eux, j'étais déjà une caricature, un personnage dépassé, amusant, fragile. Plus tard, Delphine a ajouté, en marchant, « Il faudra qu'on parle de tes affaires, Madeleine. » Être qu'il faudrait commencer à trier. Ça peut vite devenir envahissant, le bric-à-brac. Mon bric-à-brac. Les objets de ma vie, mes lettres, mes souvenirs, ma boîte en feutre bleu contenant le bracelet. Pour elle, tout cela n'était que des choses vieilles et encombrantes. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose avait changé en profondeur. Il ne me voyait plus comme une mère, il me voyait comme une charge. J'aurais dû réagir. J'aurais dû poser des limites. J'aurais dû dire non. Mais j'avais peur de perdre Adrien, peur d'aggraver la distance. Alors, j'ai fait ce que tant de femmes de ma génération font. Je me suis tue. Le début de l'ombre, la mécanique du rejet se mettait déjà en place. En repensant à tout cela après leur accusation de vol, j'ai soudain revu la mécanique, les remarques sur mon âge, les invitations oubliées, le tri de mes affaires, les objets déplacés, les doutes sur ma mémoire, et puis, la disparition du bracelet. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un malentendu, c'était un plan qu'il préparait depuis longtemps, sans que je ne le voie. Les petites humiliations n'étaient pas anodines, elles étaient les briques d'un mur, un mur qu'il m'avait construit autour, jusqu'à me transformer, à leurs yeux, en coupable idéal. Mais bientôt, très bientôt, ils allaient découvrir que ce mur avait une faille, et que la femme silencieuse qu'ils pensaient avoir manipulée avait encore une voix, et une justice. La veille du soir où ils m'ont accusé, j'avais déjà senti que quelque chose se tramait. Ce n'était pas encore une certitude, juste une sensation qui vous frôle la nuque, comme un courant d'air froid dans une maison pourtant fermée. Une impression que quelqu'un, quelque part, tirait discrètement les ficelles de ma vie. Mais ce matin-là, dans l'appartement lumineux de Nice, la vérité m'a frappé de plein fouet. La disparition du bracelet, un silence trop parfait. Je n'avais pas vu le bracelet depuis longtemps, c'est vrai. Mais je savais où il était. Je n'oubliais jamais les choses importantes, contrairement à ce que Delphine prétendait avec son sourire doucereux. Il reposait dans ma petite boîte bleue en feutre, cachée dans le premier tiroir du buffet du salon. Je l'ouvrais parfois en douce, non pas pour le porter, mais pour sentir encore un peu la présence d'Henri, pour effleurer le bijou que sa mère lui avait confié en murmurant « Un jour, donne-le à la femme qui t'aimera vraiment. » Henri l'avait donné à moi. Ce matin-là, avant de me rendre chez Adrien et Delphine pour préparer le repas de Noël, j'ai voulu vérifier quelque chose. Je n'aurais su dire pourquoi. Une intuition, un frisson, un pressentiment. J'ai ouvert la boîte, vide. Le feutre bleu semblait encore garder la forme du bracelet, comme un fantôme de métal. J'ai senti mon cœur s'arrêter, puis repartir trop vite. J'ai instantanément fouillé tous les tiroirs. J'ai retourné les coussins, vérifié derrière le buffet, dans mes tiroirs personnels, dans ma chambre, rien. Le bracelet avait disparu. Je me suis assise au bord du lit, la tête dans les mains. Mon premier réflexe n'a pas été de penser à un vol. Non. Ma première pensée a été de me blâmer moi-même. Tu as dû le déplacer. Tu perds un peu la mémoire, c'est vrai. Et puis, une seconde pensée, plus violente, où quelqu'un veut que tu penses cela. Je suis restée immobile pendant plusieurs minutes. J'entendais la mer au loin, les voitures qui roulaient, un enfant qui riait dans la rue, et moi, je me sentais soudain seule comme jamais. Une pièce déplacée, puis une autre. La maison n'était plus un refuge. Ce n'était pas seulement le bracelet. Depuis plusieurs mois, d'autres objets bougeaient, un vase décalé de quelques centimètres, une pile de lettres que j'étais certaine d'avoir rangées autrement, une clé qui n'était plus sur son crochet, mais dans le tiroir. Rien ne semblait voler, rien d'assez grave pour une plainte, juste assez pour un doute qui s'insinuait chaque jour un peu plus. Et ce matin-là, devant la boîte vide, le doute est devenu certitude. Quelqu'un était entré chez moi, quelqu'un avait fouillé mes affaires, quelqu'un avait pris ce bracelet, et ce quelqu'un savait très bien ce que ce bracelet représentait. La découverte du plan, un document qui n'aurait jamais dû être chez eux,
Lorsque je suis arrivée chez Adrien et Delphine, une boule au ventre, je ne leur ai rien dit tout de suite. Je voulais observer, comprendre. Si je parlais trop tôt, ils me feraient passer pour paranoïaque, un rôle qu'ils avaient déjà tenté de me coller. En entrant dans leur salon, j'ai remarqué un dossier posé sur le buffet. Une chemise grise? Banale. Je ne suis pas une femme intrusive, mais quelque chose dans ma poitrine m'a poussé à avancer. Juste un pas, et encore un. Avant que Delphine n'entre dans la pièce, j'ai eu le temps de lire un mot inscrit au feutre noir, sur l'onglet latéral, mise en ordre succession, MM. Mes initiales. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru que les guirlandes accrochées au mur allaient se décrocher. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien pris, je n'ai rien ouvert, mais j'avais compris, très bien compris. Ce n'était pas une simple disparition de bracelet. Ce n'était pas une simple maladresse. C'était une préparation à quelque chose que je n'étais pas censé voir. Adrien est arrivé dans le salon au même moment, un sourire crispé sur les lèvres. « Maman, tu es déjà là? On allait venir t'aider à t'installer? » S'installer. À Noël, on installe les cadeaux, la dinde, les santons, pas sa propre mère. Delphine la rejoint, parfaite, radieuse, l'air de celle qui a tout sous contrôle. Et moi, je savais maintenant ce qu'elle préparait. Il construisait un dossier de succession, comme si j'étais déjà morte, vivante mais déjà effacée, présente mais déjà oubliée, respirant encore, mais classée dans la bonne catégorie administrative, à gérer. Ce matin-là, j'ai ressenti une douleur qui n'avait rien à voir avec la perte du bracelet. C'était une douleur plus acide, plus profonde, la douleur d'être déshumanisée. Le mensonge comme arme, la scène qui a tout déclenché. Le soir même, alors que j'essayais encore de comprendre, ils ont joué leur scène, bien préparée, chorégraphiée, précise. Le bracelet disparu, les insinuations perfides, le petit secret qu'ils me proposaient pour régler l'affaire. Et surtout, leur ton. Ce ton qui dit « Nous sommes la vérité. Toi, tu es la suspecte. » À cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé, oui, mais quelque chose d'autre s'est éveillé. Une lucidité, une force que je croyais éteinte, une colère froide, indolore, presque mathématique. Je n'étais plus une mère blessée. Je devenais une femme qui voit clairement, une femme qui comprend le piège, une femme qui refuse d'y tomber. Et j'ai su, en les regardant, ce n'était plus seulement une injustice, c'était une déclaration de guerre. Une guerre silencieuse, mais une guerre quand même. Et, une fois dans ma vie, j'allais y répondre. Pas par les cris, pas par les larmes, mais par les actes écrits, les actes légaux, les actes qui font tomber les masques. En quittant leur appartement ce soir-là, après l'accusation ignoble, je suis descendue les 3 étages sans sentir mes jambes. Je crois même que j'ai oublié de respirer. Le froid de décembre m'a giflé dès que j'ai franchi le seuil de l'immeuble, et cette gifle m'a ramenée à moi-même, comme une plongée forcée dans une eau glacée. Je marchais dans les rues illuminées de Nice, les décorations de Noël scintillant au-dessus de ma tête, comme si le monde continuait à célébrer la joie pendant que mon existence venait de se briser en deux. Les passants riaient, portaient des sacs de cadeaux, des écharpes colorées. Un enfant tirait sa mère pour aller voir le sapin installé sur la place. Moi, je ne voyais plus rien. Tout était flou, comme si mes yeux refusaient d'admettre la réalité. J'avais été accusée de vol, par mon propre fils, manipulé, oui, mes complices. Un fils qui n'avait même pas douté une seconde. Un fils qui avait accepté la version de Delphine comme un fait, sans m'accorder le bénéfice du doute. Je marchais, perdue, blessée, mais quelque chose dans ma poitrine commençait à changer. L'insomnie, le moment où tout s'éclaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai d'abord essayé de m'allonger, mais le silence de mon appartement me faisait l'effet d'un juge invisible. Je me retournais, je me relevais, je marchais de la salle au salon, du salon à la chambre. Le tic-tac de l'horloge semblait devenir de plus en plus fort, comme si chaque seconde me rappelait que ma vie venait de changer. Vers 2 heures du matin, je me suis assise à la table de la cuisine. La lumière jaune de la petite lampe éclairait faiblement les carreaux blancs. Et là, dans ce silence, la vérité m'est tombée dessus comme une évidence brutale. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. C'était un plan. Je me suis revue devant la chemise grise marquée « Mise en ordre succession MM ». Je me suis revue ouvrir la boîte bleue vide. Je me suis revue entendre Delphine insinuer que j'avais être oubliée. Tout formait un
un puzzle construit depuis des mois, dont je n'avais jamais voulu voir l'image finale. Il ne voulait pas me protéger. Il voulait m'écarter. M'écarter de quoi? De ma propre existence, de mes biens, de mes souvenirs, de ma dignité. L'accusation de vol n'était qu'un prétexte, une étape, une préparation pour m'enfermer dans le rôle parfait, celui de la vieille femme confuse, désorientée, irresponsable. La coupable idéale. Là, dans ma cuisine, j'ai ressenti une émotion violente, pas de la haine, de la lucidité. Une lucidité froide, presque mathématique, comme si un voile venait enfin de se déchirer devant mes yeux. J'ai compris que si je ne faisais rien, si je restais dans la position où il voulait me placer, alors un jour, je me réveillerais et tout serait déjà réglé sans moi. Ma maison, mes comptes, mes souvenirs, mes droits, tout. Je serais devenue ce qu'il voulait que je sois. Une ombre administrative, une oubliée, une vieille femme docile qu'on déplace à sa convenance. Et cette idée-là m'a réveillée dans chaque cellule. Non, non, je ne laisserai pas cela arriver. Le carnet. Le début de ma propre justice. Je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir du buffet. J'ai pris un carnet que je n'avais pas rempli depuis des années, un carnet à la couverture beige, offert par Henri pour mes 50 ans. Écris tes pensées, ma douce. Ça t'aidera à ranger le cœur. Je me suis assise à nouveau et j'ai commencé à écrire. Les dates, les phrases, les gestes, les objets déplacés, les conversations, les invitations manquées, la chemise grise, le bracelet disparu, les regards, les soupirs, les silences. Chaque mot que j'écrivais me redonnait un peu d'air. Chaque ligne me rendait un peu de force. Chaque souvenir devenait une pièce du dossier que, moi aussi, je commençais à préparer. À 4 heures du matin, quelque chose en moi avait changé. J'étais encore blessée, oui. Encore sonnée, oui. Mais je n'étais plus victime. La prière silencieuse, ce moment où l'on appelle une force invisible. Vers 5 heures, j'ai allumé une bougie que j'avais gardée depuis la mort d'Henri. Je ne suis pas une femme extrêmement religieuse, mais je crois aux présences, aux forces discrètes, aux âmes qui nous accompagnent. Je me suis tournée vers la fenêtre ouverte sur la ville encore endormie. Le vent marin apportait une odeur de sel et de nuit. Et j'ai murmuré, « Aide-moi à rester digne, aide-moi à voir clair, aide-moi à ne pas me laisser détruire. » Cette prière n'était pas une demande de vengeance. C'était une demande de lumière. Et la lumière est venue, pas dans le ciel. Dans ma tête, le choix, se battre ou disparaître. J'ai reposé mon carnet. Je me suis regardée dans le petit miroir accroché près de la porte d'entrée. Une femme de 78 ans me regardait. Une femme avec des rides, oui, avec des mains tachées par le temps, avec un dos un peu voûté. Mais ses yeux brillaient d'une détermination que je croyais éteinte depuis longtemps. Je n'allais pas les affronter avec des cris. Je n'allais pas me défendre avec des larmes. J'allais répondre sur leur terrain. Le terrain où Delphine pensait être imbattable. Le terrain de la loi. Et, pour la première fois depuis des mois, être des années, je me suis sentie vivante. Je n'étais plus une mère qu'on accuse. J'étais une femme qu'on avait réveillée. Et une femme réveillée est une force que personne n'arrête. On croit toujours qu'une femme de mon âge est lente, fragile, hésitante. C'est leur plus grande erreur. Car lorsque la survie de notre dignité est en jeu, nous devenons méthodiques, presque chirurgicales. Ce matin-là, après une nuit blanche à écrire dans mon carnet, je savais exactement ce que je devais faire. Pas crier, pas supplier, pas discuter. Agir, calmement, légalement, en silence. La première étape, appeler Maître Bellini, le notaire d'Henri. À 8 heures pile, j'ai décroché mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement, mais ma voix était ferme lorsque j'ai parlé. « Bonjour, ici Madeleine Morel. J'aurais besoin d'un rendez-vous urgent. » Maître Bellini connaissait bien notre famille. C'est lui qui avait réglé la succession d'Henri 25 ans plus tôt. Un homme sérieux, pas impressionnable, et qui m'avait toujours traité avec respect. « Venez à 10 heures, Madame Morel. Nous parlerons tranquillement. » La tranquillité, ce matin-là, j'en avais besoin, comme d'oxygène. Je me suis habillée avec soin, un manteau gris, une écharpe bleu nuit, un sac sobre, pas pour paraître solide, pour me rappeler que je l'étais. En chemin vers le cabinet, la ville respirait l'air froid de Noël. Je passais devant les vitrines décorées, les odeurs de croissants, les lumières blanches suspendues entre les immeubles. Et je pensais, ils ne savent pas encore ce que je suis en train de faire. C'est ma force. La rencontre avec le notaire, transformer la douleur en stratégie. Le bureau de Maître Bellini était exactement comme dans mon souvenir. Murs recouverts d'étagères,
grande fenêtre donnant sur des orangers, et ce parfum de bois et de papier ancien. Il m'a reçu avec un sourire doux. « Que puis-je faire pour vous, Madeleine ?» Je me suis assise, le dos droit, et j'ai raconté. Pas tout, seulement l'essentiel. Le bracelet disparu, l'accusation de vol, les insinuations sur ma lucidité, la chemise grise que j'avais aperçue. Pendant que je parlais, son expression changeait. Ses yeux se plissaient légèrement, comme si des pièces d'un puzzle se mettaient en place dans son esprit. Il a posé les mains sur la table. « Vous avez bien fait de venir. Je crains que votre belle-fille n'anticipe une mise sous tutelle ou une procuration qu'elle pourrait manipuler. Vous n'êtes pas la première dans ce cas. » Cette phrase m'a frappée comme une gifle. D'autres femmes vivaient ça. D'autres mères, d'autres grand-mères. Je n'étais pas seule, et je n'étais pas folle. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé. Il a pris une feuille blanche. « Nous allons protéger vos biens. Tout, sans exception. Et nous allons le faire discrètement. La protection des biens. Un changement invisible, mais décisif. Nous avons passé près d'une heure à tout analyser. Ma maison, mes économies, le contenu de mes coffres, les vieux papiers, les assurances, les titres de propriété. J'apportais parfois des documents de mon sac. Parfois, je devais fermer les yeux pour me rappeler un détail. Rien ne lui échappait. Il a fini par proposer 3 mesures clés. La mise à jour de mon testament, en retirant toute part directe du couple Adrien-Delphine. Non pas pour les punir, mais pour me protéger. La signature d'une déclaration d'autonomie, attestant de mon plein discernement un document qui bloquerait toute tentative de tutelle abusive. La création d'un compte bancaire séparé, dans lequel je transférais progressivement mes économies les plus sensibles. Je ne tremblais plus. Je me sentais armée. La seconde étape, consulter une avocate. Maître Bellini m'a glissé une carte au moment de partir. Si vous souhaitez aller plus loin, par précaution, contactez Maître Lise Gardanne. Elle a de l'expérience dans les affaires familiales. Le mot était léger, mais nous savions tous les deux ce qu'il cachait. Dans l'après-midi, j'ai traversé Nice pour me rendre dans son cabinet. Une jeune avocate, énergique, avec un regard clair et un calme déstabilisant. Elle m'a écouté en silence. Puis elle a dit « Vous avez été maltraité psychologiquement. Ne minimisez pas. Et ce qu'il prépare ressemble à une stratégie de dépossession douce. Mais vous êtes en avance. Vous allez les surprendre. » Son assurance m'a réchauffé le cœur. Elle m'a expliqué mes droits, les protections possibles, les démarches à anticiper. Et surtout, elle m'a donné une phrase qui allait devenir mon mantra. La meilleure défense, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la vérité écrite. La dernière étape, ne rien laisser paraître. En rentrant chez moi ce soir-là, le ciel se teintait de rose au-dessus de la baie des Anges. La ville avait cette douceur trompeuse des villes balnéaires l'hiver. Belle en surface, glaciale en profondeur. Je suis entrée chez moi, j'ai retiré mon manteau, et j'ai ouvert la boîte bleue vide. Mais cette fois, au lieu de pleurer, j'ai murmuré « Très bien, vous avez joué votre carte. Maintenant, je jouerai la mienne. » Pendant les jours qui ont suivi, je n'ai rien montré. J'ai continué à parler doucement, à sourire poliment, à accepter les invitations avec le même visage tranquille. Je jouais exactement le rôle qu'ils attendaient de moi. La vieille mère docile, un peu dépassée, un peu lente. Pendant qu'eux se croyaient en contrôle, je construisais, pièce par pièce, une forteresse juridique. Ils m'avaient attaqué en douce. Ils allaient découvrir ce que signifie une réponse silencieuse. Une réponse écrite, légale, imparable, et surtout, dévastatrice pour ceux qui avaient voulu me réduire à une ombre. Il existe un moment, dans toute guerre silencieuse, où l'ennemi ne sait pas encore qu'il a perdu. Il continue d'avancer, sûr de lui, certain que tout se déroule comme prévu, pendant que vous avez déjà déplacé toutes les pièces, verrouillé toutes les portes et scellé la sortie. Pour Adrien et Delphine, ce moment est arrivé le lendemain, le jour du repas de Noël. Je m'y suis rendue sans trembler. J'ai marché jusqu'à leur appartement, comme si de rien n'était, portant un petit sac et un sourire énigmatique que Delphine n'a pas su lire. Le décor, un repas trop parfait pour être honnête. L'appartement resplendissait. La table était dressée avec une élégance presque agressive. Vaisselle assortie, verre cristallin, serviettes pliées en forme de cygne, le genre d'ostentation que Delphine affectionnait. Et pourtant, derrière cette perfection, l'atmosphère avait la densité d'un brouillard. Adrien semblait nerveux, incapable de se tenir en place. Il s'est avancé vers moi avec un sourire mal ajusté. « Maman,
Tu as pu réfléchir? Tu veux dire quelque chose? La phrase était calculée. Il s'attendait à une confession, une capitulation. Il voulait m'amener à avouer un vol que je n'avais jamais commis. Delphine s'est approchée à son tour et, d'une voix douce comme du miel trop chaud, elle a ajouté « On peut encore régler ça entre nous si tu veux. Tu rends le bracelet. » Et tout s'arrête là. Je la regardais comme on regarde une enfant qui croit encore que personne ne voit sa main plongée dans le pot de confiture. Bien sûr, Delphine, tout peut s'arranger, mais pas de la manière que tu crois. Et donc clap, son regard a vacillé. Juste une seconde, mais une seconde suffisait. La mise en scène involontaire de leur propre piège. Nous sommes passés à table. Le repas semblait interminable. Mise en bouche, entrée, plat, discussion forcée. Ils agissaient comme si rien ne s'était passé. C'était presque comique. Ils croyaient tenir la corde. Ils pensaient que ma venue signifiait que j'étais prête à céder. Je jouais leur jeu, avec une docilité presque artistique. Je souriais. Je parlais peu. J'acquiesçais. Mais sous la table, ma main serrait une enveloppe Kraft. Vers la fin du repas, Delphine s'est levée pour chercher le dessert. Je savais que le moment approchait. Quand elle est revenue avec une bûche glacée, j'ai posé l'enveloppe au centre de la table, calmement. Avant le dessert, j'aimerais vous montrer quelque chose. Adrien a pâli. Delphine a froncé les sourcils. Maman, qu'est-ce que c'est? La vérité. Celle que vous avez oubliée. Ou celle que vous avez voulu effacer. La vérité écrite, un miroir qu'on ne peut pas détourner. J'ai ouvert l'enveloppe, j'en ai sorti 3 documents. Une déclaration notariée de pleine autonomie. Signée, datée, certifiée. Preuve que je n'avais ni trouble de mémoire, ni incapacité. Preuve que j'étais parfaitement apte à gérer ma vie. La copie de mon testament modifié, celui qui les excluait totalement de ma succession. Non pas par vengeance, par protection. Un constat établi par un serrurier, prouvant une intrusion dans mon appartement, daté du jour où j'avais constaté le bracelet disparu. Delphine a blêmi, une pâleur froide, presque bleutée, comme si son sang avait décidé de refluer. « Mais, qu'est-ce que... Pourquoi tu as fait ça ?» balbutia-t-elle. Je me suis redressée. Parce que quelqu'un fouillait chez moi. Parce que quelqu'un préparait ma succession comme si j'étais déjà morte. Parce que quelqu'un m'accusait de vol pour me faire passer pour une femme confuse. Je les ai regardés droit dans les yeux, lentement, l'un après l'autre. Et parce que ce quelqu'un, c'est vous. Adrien s'est levé d'un bond. Ce n'est pas vrai. On n'a rien fait. Je l'ai interrompu, d'une voix douce mais tranchante. Adrien, si tu veux que je te croie, explique-moi alors pourquoi j'ai trouvé ceci chez vous. Je sortis de mon sac une photo du dossier gris, celui où figuraient mes initiales. Mise en ordre succession. M. Delphine a reculé d'un pas. Adrien s'est effondré sur sa chaise, le visage noyé dans ses mains. C'était fini, le piège s'était refermé. La confession silencieuse. Leur cœur mis à nu. Delphine a tenté une dernière défense, misérable et nerveuse. Ce dossier, c'était juste une préparation au cas où. Tu sais bien que tu vieillis. Ah oui? Et le bracelet disparu? C'était quoi? Un exercice? Elle a avalé sa salive. Ses yeux se sont écarquillés. Il va réapparaître. Je suis sûre que tu l'as juste perdu. Sa voix tremblait. La façade s'effritait, centimètre par centimètre. Le bracelet n'était pas important, Delphine. Ce qui compte, c'est ce que vous avez montré. Votre cœur, votre vrai cœur. Je me suis levée, lentement, comme on clôt une cérémonie. J'ai rangé les documents dans l'enveloppe, puis j'ai ajouté « Je ne suis pas venue me défendre. Je suis venue vous révéler. » Et vous vous êtes révélé exactement comme je le craignais. Il ne disait plus rien, plus un souffle. J'ai posé ma main sur la table, comme Henri le faisait quand il voulait mettre fin à une discussion. Je ne crie pas, je n'insulte pas, je ne me justifie pas. Je vous laisse simplement avec ce que vous avez fait. Puis j'ai conclu, d'une voix si calme que même les décorations semblaient s'être tues pour écouter. Ce soir, ce n'est pas moi qui suis trahi. C'est vous qui l'êtes, par votre propre cœur. Et je suis sortie. Pas un mot de plus, pas un regard en arrière. Je les ai laissés là, face à leurs mensonges étalés sur la table, brillants comme des éclats de verre sous la lumière de Noël. Lorsque je suis sortie de l'appartement après la confrontation, l'air de Nice avait un goût différent, plus salé, plus vif, presque métallique, comme si la ville elle-même avait senti qu'un nœud venait de se défaire. Je marchais lentement le long de l'avenue,
laissant derrière moi l'écho de leur silence, un silence lourd, épais, un silence qui ne cherchait même plus à se défendre. Ce soir-là, j'ai compris que ma solitude ne venait pas du rejet de mon fils, mais de la lucidité. Je n'étais plus aveugle. Et eux, enfermés dans leur appartement trop bien décoré, allaient enfin devoir affronter ce qu'ils avaient construit. Le lendemain, un appartement qui se fissure. Le matin de Noël, mon téléphone a vibré. Une fois, puis deux, puis 10. Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai ouvert aucun message. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la protection. J'ai bu mon café en regardant la mer par la fenêtre de ma cuisine. Les vagues avançaient, régulières, sûres d'elles. Je pensais, c'est ainsi que je veux être maintenant. Une vague, pas une peur. Vers 10 heures, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas timidement, avec insistance. Je savais qui c'était. Je n'ai pas bougé. Les coups ont cessé. Puis un murmure, presque suppliant. « Maman, s'il te plaît, ouvre. » Adrien, ma main a tremblé. J'ai approché, le cœur battant. Mais au moment où j'ai touché la poignée, une phrase m'a traversé l'esprit. « Tu peux écouter sans t'effondrer, mais tu ne peux pas ouvrir sans renoncer. » Je suis restée immobile, et j'ai laissé Adrien repartir sans un mot. Le couple se déchire. Les premières fractures visibles. Le surlendemain, j'ai reçu un appel de Maître Gardanne, mon avocate. « Madame Morel, je crois que vous deviez être informée. Votre belle-fille nous a appelés. Elle souhaite contester votre dossier. » Je me suis mise à rire. Un rire court, presque amer. Elle conteste quoi? Ma lucidité ou sa culpabilité? Maître Gardanne a soupiré. Je crois que les deux. Et elle n'était pas seule. Adrien était là, mais il semblait désorienté. Ils se disputaient. Je les remerciais et j'ai raccroché. Leur façade était en train de s'effriter. Lentement, mais sûrement. Les mensonges qui s'entredéchirent. 2 jours plus tard, une amie du quartier m'a appelée. « Madeleine, je crois que tu devrais savoir, on a vu Delphine pleurer dans sa voiture, en bas de chez toi. Elle criait au téléphone. On aurait dit qu'elle s'en prenait à Adrien. » Je n'ai rien répondu pendant quelques secondes. Puis j'ai dit, « Ce n'est pas surprenant. Le mensonge est un costume qui gratte quand on le porte trop longtemps. » Je savais que leur couple avait été bâti sur un équilibre de pouvoir. Adrien était docile. Delphine, autoritaire, mais intelligente. Ils formaient un duo tant que tout allait dans son sens. Mais maintenant que ces manipulations étaient révélées, maintenant que je ne jouais plus mon rôle de victime idéale, maintenant que ma dignité n'était plus un terrain qu'elle contrôlait, le duo se fissurait. Delphine devait trouver un coupable pour la chute de son plan. Et Adrien était le plus proche, le plus faible, le plus facile. La scène du marché des fleurs, le basculement. Une amie niçoise m'a raconté une scène étonnante. Delphine, au marché aux fleurs du cours Saleya, giflant Adrien devant un étal, sous les regards choqués des clients. Personne n'avait osé intervenir. Adrien, cet homme que j'avais porté, élevé, consolé, se tenait là, honteux, humilié, sous les coups d'une femme qui avait voulu me détruire. Ce jour-là, j'ai ressenti une pointe de douleur. Pas une douleur pour moi, mais pour lui, parce que la culpabilité est un poison plus lent que la manipulation. Et il venait d'en boire une gorgée. La chute. Une tentative désespérée de renverser la situation. 3 jours après Noël, Delphine m'a envoyé un long message. Un message où elle changeait plusieurs fois de ton. Douceur hypocrite. On peut encore arranger les choses. Menace voilée. Si tu persistes, tu briseras la famille. Victimisation. Je suis épuisée par tout ça. Tu n'imagines pas. Je l'ai lu sans émotion. Je l'ai relu une 2e fois pour être certaine. Puis je l'ai supprimé. Il n'y avait rien à répondre. La famille n'était pas brisée par ma faute. La vérité n'avait jamais détruit une famille saine. Elle ne détruit que celle déjà rongée de l'intérieur. Le retour d'Adrien. Un homme qui tombe de son piédestal. 1 semaine après Noël, Adrien est revenu. Pas pour s'excuser réellement, il n'en était pas encore capable. Pas pour avouer, cela lui coûterait trop. Mais pour dire, d'une voix à peine audible, « Je ne savais pas. Je n'ai pas compris. » Delphine me disait que c'était pour ton bien, pour te protéger. Je pensais que il s'est effondré sur ma chaise. Un grand garçon devenu un petit garçon. Je l'ai regardé longtemps, sans colère, sans pitié. Juste avec une lucidité nouvelle. Adrien, ce n'est pas ce que tu as fait qui me blesse le plus. C'est ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas douté. Pas une seconde.
Pas une seule fois. Tu ne m'as pas défendu. Tu ne m'as même pas questionné. Tu as choisi la facilité. Tu as choisi autre chose que moi. Il a pleuré des larmes lourdes, épaisses, des larmes d'homme qui comprend trop tard. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tendu la main. La tendresse ne doit plus être offerte à ceux qui la piétinent. L'éclatement final, une vérité qui ne se recoue pas. Dans les jours qui ont suivi, leur couple a vacillé. Dispute après dispute. Silence. Volets fermés. Voix qui montent, qui redescendent. Portes qui claquent. On me rapportait tout. Je n'avais rien demandé. But inevitably. Les mensonges ont fini par s'entre-déchirer. Les cœurs aussi. Delphine a quitté l'appartement pour quelques jours. Adrien a erré dans les rues comme une âme perdue. Leur façade parfaite s'était effondrée comme un château de cartes. Et moi, pour la première fois depuis des mois, être des années, je respirais librement. Je n'avais rien détruit. Je n'avais rien causé. J'avais simplement montré la vérité. Et la vérité, parfois, fait plus de bruit qu'un cri. Lorsque je suis sortie de l'appartement après la confrontation, l'air de Nice avait un goût différent, plus salé, plus vif, presque métallique, comme si la ville elle-même avait senti qu'un nœud venait de se défaire. Je marchais lentement le long de l'avenue, laissant derrière moi l'écho de leur silence, un silence lourd, épais, un silence qui ne cherchait même plus à se défendre. Ce soir-là, j'ai compris que ma solitude ne venait pas du rejet de mon fils, mais de la lucidité. Je n'étais plus aveugle. Et eux, enfermés dans leur appartement trop bien décoré, allaient enfin devoir affronter ce qu'ils avaient construit. Le lendemain, un appartement qui se fissure. Le matin de Noël, mon téléphone a vibré. Une fois, puis deux, puis 10. Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai ouvert aucun message. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la protection. J'ai bu mon café en regardant la mer par la fenêtre de ma cuisine. Les vagues avançaient, régulières, sûres d'elles. Je pensais, c'est ainsi que je veux être maintenant. Une vague, pas une peur. Vers 10 heures, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas timidement, avec insistance. Je savais qui c'était. Je n'ai pas bougé. Les coups ont cessé. Puis un murmure, presque suppliant. « Maman, s'il te plaît, ouvre. » Adrien. Ma main a tremblé. J'ai approché, le cœur battant. Mais au moment où j'ai touché la poignée, une phrase m'a traversé l'esprit. « Tu peux écouter sans t'effondrer, mais tu ne peux pas ouvrir sans renoncer. » Je suis restée immobile, et j'ai laissé Adrien repartir sans un mot. Le couple se déchire, les premières fractures visibles. Le surlendemain, j'ai reçu un appel de Maître Gardanne, mon avocate. « Madame Morel, je crois que vous deviez être informée. Votre belle-fille nous a appelés. Elle souhaite contester votre dossier. » Je me suis mise à rire. Un rire court, presque amer. Elle conteste quoi? Ma lucidité? Ou sa culpabilité? Maître Gardanne a soupiré. Je crois que les deux. Et elle n'était pas seule. Adrien était là, mais il semblait désorienté. Ils se disputaient. Je les remerciais et j'ai raccroché. Leur façade était en train de s'effriter. Lentement, mais sûrement. Les mensonges qui s'entre-déchirent. 2 jours plus tard, une amie du quartier m'a appelée. « Madeleine, je crois que tu devrais savoir. On a vu Delphine pleurer dans sa voiture, en bas de chez toi. Elle criait au téléphone. On aurait dit qu'elle s'en prenait à Adrien. » Je n'ai rien répondu pendant quelques secondes. Puis j'ai dit « Ce n'est pas surprenant. Le mensonge est un costume qui gratte quand on le porte trop longtemps. » Je savais que leur couple avait été bâti sur un équilibre de pouvoir. Adrien était docile. Delphine, autoritaire, mais intelligente. Ils formaient un duo tant que tout allait dans son sens. Mais maintenant que ces manipulations étaient révélées, maintenant que je ne jouais plus mon rôle de victime idéale, maintenant que ma dignité n'était plus un terrain qu'elle contrôlait, le duo se fissurait. Delphine devait trouver un coupable pour la chute de son plan. Et Adrien était le plus proche, le plus faible, le plus facile. La scène du marché des fleurs, le basculement. Une amie niçoise m'a raconté une scène étonnante. Delphine, au marché aux fleurs du cours Saléya, giflant Adrien devant un étal, sous les regards choqués des clients, personne n'avait osé intervenir. Adrien, cet homme que j'avais porté, élevé, consolé, se tenait là, honteux, humilié, sous les coups d'une femme qui avait voulu me détruire. Ce jour-là, j'ai ressenti une pointe de douleur. Pas une douleur pour moi, mais pour lui, parce que la culpabilité est un poison plus lent que la manipulation. Et il venait d'en boire une gorgée. La chute,
une tentative désespérée de renverser la situation. 3 jours après Noël, Delphine m'a envoyé un long message. Un message où elle changeait plusieurs fois de ton. Douceur hypocrite. On peut encore arranger les choses. Menace voilée. Si tu persistes, tu briseras la famille. Victimisation. Je suis épuisée par tout ça. Tu n'imagines pas. Je l'ai lu sans émotion. Je l'ai relu une deuxième fois pour être certaine. Puis je l'ai supprimé. Il n'y avait rien à répondre. La famille n'était pas brisée par ma faute. La vérité n'avait jamais détruit une famille saine. Elle ne détruit que celle déjà rongée de l'intérieur. Le retour d'Adrien. Un homme qui tombe de son piédestal. 1 semaine après Noël, Adrien est revenu. Pas pour s'excuser réellement, il n'en était pas encore capable. Pas pour avouer cela lui coûterait trop. Mais pour dire, d'une voix à peine audible, « Je ne savais pas. Je n'ai pas compris. Delphine me disait que c'était pour ton bien, pour te protéger. Je pensais que... » Il s'est effondré sur ma chaise. Un grand garçon devenu un petit garçon. Je l'ai regardé longtemps, sans colère, sans pitié. Juste avec une lucidité nouvelle. « Adrien, ce n'est pas ce que tu as fait qui me blesse le plus. C'est ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas douté. Pas une seconde. Pas une seule fois. Tu ne m'as pas défendu. Tu ne m'as même pas questionné. Tu as choisi la facilité. Tu as choisi autre chose que moi. » Il a pleuré des larmes lourdes, épaisses. Des larmes d'homme qui comprend trop tard. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tendu la main. La tendresse ne doit plus être offerte à ceux qui la piétinent. L'éclatement final, une vérité qui ne se recoue pas. Dans les jours qui ont suivi, leur couple a vacillé. Dispute après dispute. Silence. Volets fermés. Voix qui montent, qui redescendent. Portes qui claquent. On me rapportait tout. Je n'avais rien demandé. But inevitably, les mensonges ont fini par s'entre-déchirer. Les cœurs aussi. Delphine a quitté l'appartement pour quelques jours. Adrien a erré dans les rues, comme une âme perdue. Leur façade parfaite s'était effondrée comme un château de cartes. Et moi, pour la première fois depuis des mois, être des années, je respirais librement. Je n'avais rien détruit. Je n'avais rien causé. J'avais simplement montré la vérité. Et la vérité, parfois, fait plus de bruit qu'un cri. La lumière tombait doucement sur Villefranche ce soir-là. Une lumière dorée, presque liquide, qui glissait sur les murs ocres des maisons et se reflétait sur la mer comme un long ruban de cuivre. J'étais assise sur mon petit balcon, un plaid sur les genoux, mes mains serrées autour d'une tasse de tisane au thym. Devant moi, la baie s'endormait. Les bateaux semblaient flotter dans du velours et un calme presque irréel enveloppait tout. C'était le premier hiver depuis longtemps où je ne ressentais ni anxiété, ni dépendance, ni peur. Juste une douceur nouvelle. Une paix solide, enracinée. Et pourtant, au creux de cette paix, quelque chose remuait encore. La nécessité de regarder mon passé en face, une dernière fois. Pas pour souffrir, pour comprendre, pour clore. Regarder les cendres sans vouloir les raviver. J'ai pris mon carnet, celui où j'avais tout consigné, du premier geste suspect de Delphine jusqu'à la confrontation finale. Il reposait là, sur la petite table de fer forgé. Comme un témoin silencieux, je l'ai ouvert, j'ai relu quelques pages, et je me suis surprise à ne plus ressentir les mêmes émotions qu'autrefois. Les phrases qui avaient été des poignards étaient devenues de simples lignes d'encre. Les souvenirs qui m'étouffaient ne me provoquaient plus qu'une pointe légère, presque un pincement de nostalgie douloureuse. Henri disait toujours, « On ne guérit pas en oubliant, on guérit en voyant autrement. » Il avait raison. Aujourd'hui, je voyais autrement. Je ne cherchais plus à comprendre comment Adrien avait pu me laisser tomber si vite. Je ne cherchais plus à analyser les intentions de Delphine, ni à deviner la part de faiblesse ou de calcul dans leurs gestes. J'acceptais, simplement, sans colère, sans pardon forcé, avec une forme de lucidité apaisée. La visite inattendue, une fissure qui n'est plus une blessure. Alors que la nuit s'installait, on a frappé à ma porte. Pas avec insistance, pas avec autorité. Avec hésitation, je suis restée immobile un instant, puis je me suis levée, j'ai traversé le salon, j'ai ouvert, Adrien se tenait là, les épaules tombantes, les yeux cernés, un homme fatigué de lui-même. Il n'avait pas l'air fier, ni agressif, ni même honteux. Il avait l'air écrasé. « Maman, je voulais te voir. » Sans Delphine, sans mensonge. Je me suis écartée, pas par faiblesse, par curiosité, par ouverture prudente. Il est entré comme on entre dans une église. Lentement,
en retenant son souffle, comme s'il avait peur d'abîmer quelque chose. Il a regardé la maison, le balcon, la vue, puis il a murmuré « C'est beau, tu as l'air bien. Mieux que avant. » J'ai hoché la tête. « Oui, je suis bien. » Il a fermé les yeux, juste une seconde, comme si cette simple phrase l'avait transpercé. Puis il a dit « Je sais que j'ai été lâche. Je n'ai pas su te voir. Je n'ai pas su te protéger. Tu aurais dû pouvoir compter sur moi. Et au lieu de ça, je t'ai laissé devenir une cible. Je t'ai mise en danger. Je l'ai écouté. Sans hâte, sans interrompre, sans combler les silences. Les mots d'un fils qui tombe enfin de son piédestal doivent être accueillis avec calme, pas avec effusion. Je ne te demande pas pardon, maman. Je n'en ai pas le droit. Je voulais juste te dire que j'ai compris et que je me reconstruis, sans elle, sans mensonge. Et, Étienne, un léger vertige m'a traversé. Non pas de joie, de reconnaissance, la reconnaissance que la vie, parfois, offre des réparations inattendues. Je l'ai regardé, et j'ai vu en lui le jeune homme qu'il avait été, pas l'homme qui m'avait accusé. J'ai posé ma main sur la table, et j'ai simplement dit « Adrien, la confiance ne revient jamais d'un coup. Elle revient par petits morceaux. Si elle revient. » Il a acquiescé, et ses yeux se sont embués. Le prix de la paix, une vérité que seul l'âge révèle. Après son départ, j'ai refermé la porte et je suis retournée sur le balcon. La nuit était tombée. Les lumières du port scintillaient, tremblantes comme des étoiles qui auraient perdu leur assurance. J'ai respiré profondément et j'ai compris quelque chose que je n'aurais jamais compris plus jeune. La victoire a un prix. Et ce prix, c'est la solitude d'avoir vu juste. Quand on arrache le masque de ceux qu'on aime, on se retrouve seul un moment. Mais cette solitude n'est pas un abandon. C'est une reconquête. Je n'avais pas gagné contre eux. J'avais gagné pour moi. La justice que j'avais rendue n'était pas une vengeance. C'était une protection. Un acte d'amour envers moi-même, celui que j'avais refusé trop longtemps. Le dernier mot, ce que je voudrais dire aux femmes qui se taisent. J'ai pris mon carnet. Je l'ai ouvert à la dernière page. Et j'ai écrit une phrase. Une seule. Celle qui résumait toute cette histoire, toute ma vie, toute ma résurrection. On ne me volera plus jamais mon nom, ma dignité, ni ma vérité. Puis j'ai levé les yeux vers la mer. La surface noire était striée de reflets argentés. La lune, fine comme une coupure, semblait se tenir juste au-dessus de l'eau. J'ai murmuré, pas pour moi, pas pour Adrien, pas pour Delphine, pour toutes les femmes âgées, silencieuses, invisibles, qui se font accuser, manipuler, effacer. Le silence peut aussi être une forme de justice.